Préface à la logique et aux catégories d'Aristote par Jules Barthélemy Saint-Hilaire, suite. Bacon, 50 ans après Ramus, crut l'avoir trouvé, et la philosophie crut aussi durant quelque temps que Bacon avait résolu le grand problème. Il n'en était rien pourtant, malgré les éloges un peu trop généraux que même encore aujourd'hui la science adresse quelquefois à Bacon. Il est fort loin de connaître Aristote, comme le connaissait Ramus, qu'il traite cependant de repère d'ignorance, qu'il traite même de pernicieuse lèpre en littérature, en compagnie, il est vrai, de saint Thomas, de Duns Scott et de leurs adhérents. Il ne définit que très imparfaitement la théorie du syllogisme, car il soutient que, citation, « l'art de juger par syllogisme est l'art de ramener les propositions aux principes à l'aide des moyens termes. » Fin de citation. Tandis qu'au contraire, le syllogisme descend des principes aux conclusions. Il se plaint peut-être avec plus de justesse, citation, que la logique de son temps veut tout gouverner par le syllogisme et qu'on l'applique à toutes les sciences sans exception. Fin de citation. Le syllogisme est selon lui un instrument trop faible et trop grossier pour pénétrer dans les profondeurs de la nature. Il peut tout sur les opinions et rien sur les choses. En conséquence, Bacon déclare que la logique reçue est inutile à l'invention des sciences, ce qui était parfaitement vrai. Puis, oubliant qu'il a dit quelque part que le syllogisme est une méthode qui sympathise admirablement avec l'esprit humain, il dresse en quelque sorte un réquisitoire, comme il savait les faire, contre le syllogisme, et il conclut sans pitié au bannissement, ou mieux à la mort. Je rejette, dit-il dans la préface de l'Instauratio Magna, toute démonstration qui procède par voie de syllogisme, parce qu'elle ne produit que confusion, et fait que la nature nous échappe des mains. Et la haute probité de Bacon, que l'histoire et la sentence du Parlement anglais nous apprennent à bien connaître, toute révoltée de la fraude que cache toujours le syllogisme, en est émue et s'écrie « Il y a ici de la supercherie, repoussons le syllogisme, de la science seulement. » Car Bacon lui laisse sa juridiction dans le domaine des arts populaires qui roulent sur l'opinion. Et ces arts populaires que le philosophe livre sans regret aux lumières sèches, lumen siccum de la logique, veut-on savoir quels ils sont ? C'est la morale, la politique, la législation et la théologie même. Bacon ne songe qu'à la physique, à la science de la nature, le seul objet qui l'ait vraiment préoccupé. L'ostracisme porté contre le syllogisme ne va pas toutefois jusqu'à frapper la logique elle-même. Bacon, du moins, annonce à la place de la logique vulgaire une logique qu'il appelle véritable et qui doit entrer dans les différentes provinces des sciences avec des pouvoirs beaucoup plus étendus que ceux dont les principes sont revêtus. Cette logique souveraine ne fera pas seulement des principes nouveaux, mais elle forcera les anciens principes, les principes putatifs, à comparaître devant elle et à lui rendre des comptes. Cette méthode incomparable, par les résultats qu'elle promet avec tant de fracas, c'est, on le sait, l'induction, le nouvel organe que Bacon prétend donner à l'intelligence. Il ne l'a jamais décrite d'une manière suffisante dans aucune de ses œuvres. Il y est 20 fois revenu dans des ébauches toujours imparfaites, mais sa pensée, bien qu'il faille la rétablir d'après tous ses fragments, quand on veut la bien comprendre, est assez claire pour qu'on ait pu et qu'on puisse encore parler d'une méthode de Bacon. L'induction de Bacon n'est pas chose aussi nouvelle qu'il l'a cru. L'induction est d'abord un procédé tout aussi essentiel à l'esprit humain que le procédé contraire, c'est-à-dire la déduction. L'esprit humain part des faits particuliers pour s'élever à des lois générales, à des principes, et il descend des principes à des conséquences particulières. Les deux mouvements sont aussi nécessaires l'un que l'autre. Ils ont toujours existé, ils existeront toujours, ils sont la perpétuelle oscillation de l'intelligence. Il n'y a donc point ici de nouvel organe, quoi qu'en ait pu dire Bacon, quoi qu'en ait pensé tant d'autres après lui.
c'est que Bacon dédaigne profondément ce qu'il appelle l'induction ordinaire. Ce n'est selon lui qu'une méthode d'enfant, et il lui adjuge libéralement tous les axiomes et les principes faux dont le champ de la science est encombré. Et sur quel motif Bacon appuie-t-il ce solennel arrêt contre l'induction des dialecticiens ? C'est que conclure, dit-il, de la simple énumération des faits particuliers, même lorsqu'on ne rencontre point de faits contradictoires, c'est faire une conclusion très vicieuse. Quoi ? C'est là une conclusion vicieuse ? Que veut donc Bacon ? Si, lorsqu'aucun fait particulier ne vient sortir des limites du principe adopté, et par là en démontrer l'insuffisance, il n'est plus permis de croire à ce principe, n'est-ce pas, on le demande, un véritable renversement de l'intelligence tout entière ? Bacon soutient que les dialecticiens ne paraissent pas avoir pensé sérieusement à cette induction qu'il annonce sans du reste la faire connaître, et l'on n'a pas de peine à l'en croire, car au vrai, cette induction n'est qu'un fantôme de l'autre, pour prendre son propre langage. L'induction d'Aristote, l'induction des dialecticiens est la seule, il n'y en a point d'autre. On peut bien en perfectionner la pratique, montrer à en tirer dans l'application de meilleurs résultats. On ne peut pas songer à en lui en substituer une nouvelle. Bacon, avec son imagination toute fertile qu'elle est, n'a pu lui substituer que des mots et rien de plus. C'est un art d'indication, c'est une chasse de Pan, une expérience guidée, c'est la variation de l'expérience, la prolongation, la translation, le renversement, la compulsion, l'application, la copulation et enfin le hasard de l'expérience selon ces mots. Chacun de ces genres de l'expérience présentant 3 ou 4 espèces ou variétés que Bacon énumère avec le plus imperturbable sang-froid, mais ce qu'il y a de plus singulier, c'est que Bacon lui-même reconnaît qu'on ne peut tracer de règles à l'invention dans les sciences et dans les arts, et il se plaît à dénombrer une à une toutes les grandes découvertes dont le hasard seul a l'honneur. Qu'a donc fait Bacon ? Et d'où vient cette gloire un peu exagérée, mais tout au moins spécieuse, dont son nom est entouré ? Il est venu rappeler à l'esprit humain les droits de l'expérience, de l'observation. Il est venu lui rappeler que, dans les sciences naturelles, il faut par un examen attentif, patient, répété autant de fois qu'il convient, s'assurer d'abord de l'exactitude des faits. Que c'est seulement après ces justes précautions qu'il est permis de poser des principes, résumés légitimes des observations particulières. Bacon n'a pas fait plus. Et il faut dire que cela seul est une très grande chose, quand des conseils de cet ordre sont donnés avec cette puissance d'imagination, avec cette éloquence qui agit vivement sur les esprits et les entraîne. La science, pour pratiquer cette méthode, n'avait pas attendu les avis de Bacon. Les grands inventeurs du XVIIe siècle s'en sont passés tout aussi bien que ceux du XVIe siècle. Mais le système du monde n'en a pas moins été fondé. Les sciences particulières n'en ont pas moins fait chacune d'admirables progrès, sans que ce soit aux règles de Bacon qu'elles les aient dues. Mais Bacon est venu jouer le rôle que la réflexion joue toujours dans l'intelligence, le rôle que la philosophie joue toujours dans les développements de l'esprit. Il est venu montrer à la science ce qu'elle faisait, et il lui a par cela même appris à le mieux faire, du moins quand la science a connu ses sages conseils. Il lui a parfois enseigné à revenir sur elle-même, et c'est en cela qu'il l'a fait participer à la philosophie dans une certaine mesure. Mais avec cette préoccupation exclusive de la physique, avec cette répugnance profonde qu'il a montrée pour la science de l'esprit, et en général pour les sciences rationnelles, Bacon a détruit autant qu'il était en lui la vraie philosophie. Il a tâché plus que qui que ce soit de mettre à sa place ce que le vulgaire appelle la philosophie naturelle et que de nos jours on a cru pouvoir appeler la philosophie positive.